Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Donc, il révèle une stature inattendue. On ne l'attendait pas du tout à ce niveau-là. Lui qu'on disait pâle, effacé, malade, c'est vrai que c'est pas comme son père, c'est pas un grand gaillard, machin. Non, au contraire, il est plus effacé. C'est pas un chevauchard, c'est pas un chevalier, mais il s'impose comme un homme de gouvernement. Il comprend que le royaume, lui, il comprend que le royaume a changé, que le pouvoir ne peut plus s'exercer comme avant, que l'absolutisme chevaleresque de son père, complètement absurde, complètement anachronique, ne fonctionne plus. Alors il choisit une autre voie, celle de la reconstruction. Il relance donc l'administration, il rassure les villes, il négocie avec les États, il évite les nouveaux affrontements et surtout il prépare le retour de la monarchie forte, mais sous une autre forme, plus subtile, plus adaptée à l'époque. Donc il va devenir Charles V le Sage. Mais pour le moment, c'est encore le fils d'un roi prisonnier et la guerre n'est pas finie. Après Poitiers, la France aurait pu s'effondrer, oui. Elle aurait pu sombrer dans la guerre civile, éclater en principauté, comme ce qu'est l'Italie ou comme le Nord, devenir une proie ensuite facile pour l'Angleterre, mais au contraire, non. Elle va résister, ça on sait faire. Et dans cette résistance, elle se transforme. La guerre devient une épreuve intérieure, pas seulement une épreuve militaire, mais une épreuve intérieure. Elle révèle les failles de la monarchie féodale, mais aussi sa capacité d'adaptation. Elle montre un peuple capable de se révolter, mais aussi de reconstruire. Elle révèle un prince. Vous savez, c'est souvent dans les moments de doute, dans les moments difficiles, qu'un personnage hors du commun surgit. Et voilà, Charles V est de cela. Ce prince-là, qui va devenir l'un des plus grands rois de France, encore une fois, j'insiste, pour moi, il est dans le tiercé des plus grands rois de France. Et pourtant, vous l'imaginez bien, l'épreuve n'est pas terminée parce que dans l'ombre du trône, les grandes compagnies, ces armées privées de plus en plus incontrôlables, s'apprêtent, elles, à prendre le pouvoir des armes, tout simplement. Nous sommes dans les années maintenant 1360, plus de 20 ans après la proclamation d'Édouard III comme roi de France. La guerre continue, ou plutôt, encore une fois, elle n'a jamais vraiment cessé, vous avez compris. Elle change de forme, de rythme, d'acteur, mais elle s'installe, elle s'enracine, elle devient une composante vraiment, encore une fois, de la vie quotidienne, une saison permanente, en fait, de malheur et d'attente. Mais dans ce long désastre, quelque chose d'inattendu commence quand même à émerger lentement, silencieusement. Un peuple, une conscience, une idée nouvelle, celle qu'il existe peut-être autre chose qu'un roi, un seigneur ou une province, quelque chose qui ressemble à une patrie. Après Poitiers, après la jacquerie, après le retour avorté du roi Jean II, le pays aurait pu connaître l'apaisement, mais la guerre a laissé un poison derrière elle, je vous le disais tout à l'heure, les grandes compagnies. Ces hommes, c'était d'abord des soldats, payés, levés pour servir un roi ou un seigneur, mais après les batailles, après les trêves, ils se retrouvent sans rien, sans solde, sans but, sans patrie. Alors, ils s'organisent et ils se regroupent en bandes, parfois plusieurs centaines, parfois plusieurs milliers, et ils se donnent des noms, les Tarvenus, les Écorcheurs, les grandes compagnies. Et ils se déplacent à cheval, et ils pillent les bourgs, ils rançonnent les monastères, ils prennent carrément des châteaux. Ils n'appartiennent en plus à aucun royaume, ils servent celui qui les paie tout simplement, et quand personne ne paie, ils se paient eux-mêmes sur le terrain. Et pour les paysans, les moines, les femmes, ces troupes sont pires que les Anglais, parce qu'ils ne partent jamais. Ils ne viennent pas pour gagner une guerre, mais pour la prolonger, indéfiniment, évidemment. C'est une sorte, si vous voulez, c'est un parasite qui vit sur l'autre, si vous voulez, c'est une horreur qui s'accroche, qui veut rester là, et qui a besoin de l'autre, évidemment, pour vivre. Donc c'est le côté symbiose, vous savez, en biologie, c'est comme ça qu'on dit. Et pour faire la guerre, pour faire de la guerre une économie, un ordre nouveau, un monde parallèle, si vous voulez, de violence légitimée. C'est ça le pire. C'est dans ce contexte de chaos prolongé que Charles V va accéder officiellement au trône en 1364. Il a vu son père échouer par panache, il a vu Paris se révolter, il a vu la noblesse se déshonorer, les compagnies se multiplier, les alliances aussi se retourner, et il a compris. Charles V n'est pas un roi de guerre, je vous le dis tout de suite, il ne mène pas les armées à cheval, il ne cherche pas la gloire personnelle, c'est pas son truc, lui il préfère les livres à l'épée, les calculs aux chevauchés, les ingénieurs aux chevaliers. C'est
pour ça qu'on le surnomme le sage, et à juste titre, parce qu'il transforme profondément la monarchie, il renforce l'administration, il crée, lui, une fiscalité durable, il remet de l'ordre dans les finances, il redonne aux officiers du roi un pouvoir d'action, il soutient des hommes nouveaux, souvent issus d'ailleurs de la bourgeoisie lettrée, et surtout, ça c'est nouveau, il comprend l'importance de l'image. Il fait restaurer les symboles du pouvoir, il fait reconstruire la forteresse du Louvre, il restaure les châteaux, il réorganise l'université, il donne au royaume l'image d'un centre politique stable, tandis que les marges brûlent. Et il s'appuie sur un capitaine hors du commun, oui, parce qu'il lui faut une épée quand même, c'est Bertrand du Guesclin. Du Guesclin, un breton rugueux que vous connaissez certainement. On n'apprend plus du Guesclin à l'école, c'est dommage, moi je l'ai appris quand j'étais petit. Un capitaine sans éclat, mais d'une fidélité, d'une efficacité rare. C'est lui qui, peu à peu, va chasser les compagnies, va reconquérir les places perdues, va redonner au royaume un semblant de cohérence militaire. Mais ce qui change profondément, c'est qu'encore une fois, le peuple lui-même commence à apparaître dans les textes, dans les discours, dans les représentations, non plus comme une masse anonyme, mais comme un acteur politique et moral. On commence à parler de la France comme d'un tout, d'un royaume qui a un corps, d'un peuple qui a une voix. Les chroniqueurs, comme Froissart, parlent des pauvres gens du royaume comme d'un sujet collectif. Les sermons vont évoquer la douleur du royaume, le salut du peuple chrétien de France. Le mot France, d'ailleurs, cesse de désigner seulement le domaine royal. Avant, c'était le domaine royal qui n'était pas très grand, qui faisait l'île de France, en gros, qui allait jusqu'à Orléans à peu près. Il commence à désigner maintenant un pays, et l'ennemi devient progressivement l'anglais, non plus seulement le roi d'Angleterre, mais les Anglais, l'étranger, l'ennemi du royaume, de la terre, des clochers, des femmes et des enfants. Et ce glissement, imperceptible mais profond quand même, va marquer la naissance d'un sentiment national. Alors, évidemment, ce n'est pas formulé comme tel, ce serait anachronique de dire ça, mais il irrigue les prières, il irrigue les chansons, les colères, il va unir ce que la féodalité avait justement morcelé. Parce que paradoxalement, c'est cette guerre qui construit l'unité de la France. C'est pas la paix, c'est pas la volonté des rois, c'est pas un projet rationnel, c'est l'épreuve, le malheur, l'ennemi commun. La guerre de 100 ans, en fait, dans ces premières décennies, n'a rien d'une guerre glorieuse, vous avez compris, c'est une guerre faite de famine, de fuite, de pillage, de trahison, une guerre qui va utiliser les forces vives du royaume, qui affaiblit la noblesse, qui ruine l'économie et qui use les forces vives du royaume d'ailleurs, mais en même temps elle révèle la faiblesse des structures anciennes, l'épuisement des fidélités féodales, l'utilité des élites nouvelles, la force d'un roi sage contre un roi chevalier. Et elle montre surtout qu'un peuple sans roi peut encore survivre, qu'un royaume décapité peut renaître, qu'une intensité collective peut naître d'un désastre collectif. À la fin de cette première moitié de la guerre de 100 ans, la France n'a rien gagné. Elle a perdu des territoires, des rois, des armées, des illusions, mais elle a gagné quelque chose de plus profond, une conscience d'elle-même. À travers le chaos, la révolte, la défaite, quelque chose quand même s'est formé, une idée neuve, celle qu'il existe une continuité au-delà des princes, des traités et des lignages, c'est la France. Et cette idée, née dans la douleur, ne disparaîtra plus. Alors j'ai dit qu'on n'avait rien gagné, on a quand même regagné une grande partie de ce que les Anglais avaient réussi à nous prendre. On n'a pas reconquis la Guyenne, mais on a reconquis pas mal de choses sous Charles V. On a traversé, là, ensemble, un demi-siècle, en gros, de guerre, d'espérance. On a vu comment une crise dynastique devient un affrontement entre deux royaumes, comment un conflit féodal se mue en guerre nationale, et comment, dans la tourmente, un peuple émerge. La guerre de 100 ans ne fait que commencer, mais déjà, elle transforme la France. Elle l'arrache à son passé féodal. Elle la pousse à penser comme un tout, comme un destin commun, comme un pays. Et c'est peut-être ça, finalement, au fond, la leçon de ce long conflit. C'est pas la paix qui fait une nation, mais c'est l'épreuve. Salut, à la semaine prochaine. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.